notamment privée, et de son impact. On a aussi la chance d'avoir avec nous Sirqais Salemi. Sirqais Salemi est le CEO du groupe Discovery, aujourd'hui un groupe leader dans l'intégration et le développement des solutions digitales. Il a été notamment, malgré ses différentes fonctions aussi, président de la Chambre nationale des SS2I au niveau de l'UTICA à plusieurs reprises. Et enfin, nous avons aussi avec nous M. Joachim Marciano. Joachim Marciano donc, est le responsable côté Middle East North Africa de Facebook sur la partie grande entreprise et PME. Donc lui aussi pourra vraiment nous donner sa vision aujourd'hui de comment aujourd'hui les sociétés peuvent utiliser ce réseau pour se développer. Donc vraiment aujourd'hui cet échange va être très riche parce que nous avons d'un côté un volet investisseur, d'un autre côté vraiment une vision plutôt ministère et aussi avec les startups, et enfin une vision entreprise. Donc le sujet aujourd'hui va être traité sur trois grandes questions. Un premier échange va avoir lieu aujourd'hui sur la digitalisation et son impact aujourd'hui sur le développement économique. Ensuite, on va vraiment voir quelles sont ensemble les orientations que doit prendre la Tunisie en termes de digitalisation et les obstacles qu'on pourra de passer, comment la digitalisation va pour permettre d'aider à ça. Et enfin, comment aujourd'hui, par rapport aux acteurs de tout cet écosystème, comment mettre en place ou mobiliser ces gens-là vers une même vision commune de digitalisation. Donc, sur ce premier thème, nous allons d'une part avoir sur le premier thème aujourd'hui une quinzaine de minutes sur comment la digitalisation peut impacter le développement économique. Je vais tout d'abord donner la parole à Siaim Raïs pour avoir d'une part sa vision sur ce point-là et par la suite on fera le tour par différentes parties prenantes. Merci Sahbi et merci à tout le monde d'être présent et aux auditeurs et ceux qui nous suivent directement en ligne. Je pense que c'est un sujet très important. Sans transition, pour ne pas trop prendre la parole, pour la première problématique, comment la digitalisation peut-elle impacter le développement économique? Dans la partie développement économique, il y a quelle politique de relance il faudrait faire. Donc ça, c'est avant de parler de digitalisation. Moi, ce que je dis, peut-être, c'est une déformation professionnelle par rapport au début de ma carrière où j'étais dans les marchés aux États-Unis. C'est il faut toujours regarder la politique d'offre et de demande. Donc, est-ce que la politique de relance qui se fait, elle se fait par l'offre ou pour la demande? Donc, comme vous le savez très bien, on peut faire une relance typiquement keynésienne, budgétaire, où l'État explose son budget de l'État pour pouvoir permettre aux ménages d'avoir plus d'argent et pouvoir se relancer, comme on peut faire une politique de l'offre plutôt monétariste, où on donne de meilleures conditions aux entreprises pour qu'ils puissent faire plus de relance. Ou la troisième voie, qui nous ramène directement vers le fil du sujet. Et si c'était le Covid, notre chance unique pour avoir ce que Schumpeter a appelé, la troisième voie, la destruction créatrice. Peut-être que c'est l'occasion ou jamais de ne pas parler de mini-digitalisation, et je dis réellement mini-digitalisation, c'est-à-dire un processus juste de numérisation de process, mais une vraie transformation digitale, c'est-à-dire un changement de business model basé sur le digital. Alors, pour expliquer ça, parce que ça a l'air un peu trop philosophique ce que je suis en train de dire, pour être plus concret, en fait, en gros, on a deux grands acteurs. On a les ménages. Donc, les ménages, pour eux, grâce, on va dire, où le gros changement qui est venu avec le Covid, c'est qu'il fallait améliorer leur connectivité. On peut plus, on est passé par des confinements. On a vu l'exemple de Funa Shop qui a explosé, qu'il fallait, j'ai dû moi me réveiller une fois à minuit et demi du matin pour passer une commande parce qu'à 8 heures du matin, c'était full déjà et c'était pas possible. Donc, une meilleure connectivité donne un meilleur accès à l'information.
et un meilleur accès au marché. Donc ça, c'est l'équation très simple. Ça c'est d'une part, des ménages. De l'autre côté, on a le secteur privé. Donc le secteur privé, la digitalisation lui permet un meilleur rapprochement avec les clients, une facilité de levée de fonds, et on parlera peut-être tout à l'heure de crowdfunding, qui est une opportunité qui existe. Elle rend les firmes plus compétitifs, une meilleure proposition de valeur, un meilleur positionnement sur leur niche, donc une meilleure gestion des risques. La digitalisation, la transformation digitale peut permettre à ces firmes-là d'être plus compétitives. Donc, on a du côté l'offre et de l'autre côté la demande. Bien sûr, il y a un troisième acteur, je n'ai pas trop insisté dessus, mais qui est présent aussi avec nous, qui est le gouvernement, qui est l'administration, qui est l'État, et qui est là avec la digitalisation. Ça lui a permis, qui doit investir un peu plus sur la partie, on va dire, l'e-gov d'une manière générale, comment communiquer plus avec le citoyen d'une manière digitale, comment faciliter les processus administratifs d'une manière digitale. Tout ça, cela va ensemble pour qu'il y ait un vrai, on va dire, un plan de développement économique dans un environnement très digital. Je ne sais pas si j'ai encore 1 ou 2 minutes ou on laisse pour après. Sahbi, je ne veux pas trop prendre la parole. Je pense que je laisse pour plus tard, comme ça on peut passer. Là, vu qu'on parlait plutôt de partie e-gov ou autre, je donnerai la parole à San pour nous donner aussi sa vision sur ça. Comment aujourd'hui ça va impacter, comment cette crise aussi a pu impacter le gouvernement en termes de digitalisation et comment aujourd'hui tous ces sujets aujourd'hui liés à l'e-gov peuvent impacter notre économie. Merci Sahbi, bonjour à tous. Merci pour cette invitation et merci à Ayman pour cette introduction qui, je pense, était assez exhaustive et qui a fixé plus ou moins les lignes, en fait, les grandes lignes sur lesquelles on doit travailler, sur lesquelles qu'on doit regarder. En ce qui concerne, en fait, le premier point par rapport au numérique, qui est un facteur de relance, ou plutôt nous, on le voit aujourd'hui comme le vecteur de relance, qui est plus important que ça. Et comme l'a dit Ayman, je converge avec lui sur la troisième voie qui est la destruction créatrice, etc. On va dire en fait qu'aujourd'hui, le numérique pour la Tunisie, suite au Covid, ça peut constituer une opportunité. C'est-à-dire c'est une opportunité pour se réinventer, pour trouver d'autres moyens, d'autres modèles en fait, pour rechercher la croissance et renouer les liens avec ce développement économique et social. Et le numérique, il ne faut pas l'oublier, on l'a un peu abordé dans ce qu'a dit Ayman, c'est que c'est un facteur de développement économique, mais pas seulement, c'est un vecteur également de développement social. C'est qu'on parle aujourd'hui beaucoup dans le numérique d'inclusion numérique et de fracture numérique, et qui commence en fait, on commence à l'avoir, on l'a vu, on l'a un peu senti au niveau du Covid par rapport à une certaine population qui était plus ou moins marginalisée en termes de connectivité, qui n'avait pas, ce que dit Ayman, n'avait pas accès à la connectivité, à la connexion pour justement accéder à l'information, accéder aux services et pouvoir en fait assurer cette continuité qu'on a vue dans pas mal de pays développés, notamment de l'OCDE. Ceci dit, en Tunisie, on reste parmi les pays les mieux connectés. Sur la partie mobile, on est les meilleurs en fait en Afrique. Par contre, il y a encore du travail, il y a pas mal de marge, de progression sur le fixe. Donc ça, en fait, c'est par rapport à... Donc oui, le numérique est un facteur de relance et pour moi, on le voit comme le facteur de relance pour la Tunisie. Juste pour donner quelques chiffres rapidement, dans le monde, on parle pour d'ici 2025 le numérique va représenter entre 15 et 25% du PIB mondial en fonction en fait, des hypothèses. Est-ce que c'est des hypothèses larges ou des hypothèses étroites par rapport à ce qu'on met dans la corbeille. En Tunisie, on est à 4% aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de marge de progression et ça tombe bien parce que le numérique, en fait, ce qui est intéressant avec le secteur du numérique, c'est sa volatilité. C'est un secteur, en fait, qu'on qualifie souvent de VUCA, c'est-à-dire volatile, incertain, complexe et ambigu. Ce qui est intéressant, on prend les deux parties, surtout la première qui est la volatilité de ces secteurs, d'un point de vue acteur, d'un point de vue technologique, d'un point de vue configuration. Et la Covid
Et à chaque fois, il y a une redistribution des cartes. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit qu'à un certain moment, c'est les États-Unis. Là, on voit la Chine qui est en train d'arriver, et surtout sur la partie IA. On voit l'Inde et pas mal au niveau de l'Asie également qui sont en train de se positionner et d'investir énormément sur la blockchain. Donc, l'échiquier mondial dans le numérique, il est toujours mouvant. Et dans cette mouvance, ça nous crée des opportunités sur lesquelles on peut se positionner. Et la Covid a montré que pour nous, on est capable de le faire. C'est qu'on a réussi à Covid, et je pense qu'il y a plusieurs personnes, dont toi, Sahb, ici, Qais, Ayman, etc., on a contribué pas mal en fait à travers le comité mixte qu'on a mis en place pour la gestion du Covid au niveau du ministère d'éthique, et qui a permis en fait de répondre à plusieurs besoins très rapidement et de façon très réactive. Et là, je pense qu'on a un élément de réponse par rapport aux facteurs qui peuvent accélérer cette relance et qui peuvent nous amener à ce modèle où on va se réinventer, où on va s'appuyer sur le numérique pour se redresser, qui est ce partenariat public-privé. Et je pense que ça englobe un peu ce qu'a dit également Anna, c'est qu'il y a le privé qui a ses forces et ses capacités en fait, d'aller rapidement, d'innover, d'investir, et qu'il faut soutenir et qu'il faut appuyer et qu'il faut continuer à faire. Il y a le public qui est là avec deux approches. La première qui est de donner une vision, donner une orientation et clarifier un peu le schéma, le baliser, on va dire baliser la route pour dire qu'on converge tous vers une seule vision. Et je pense qu'il y a un élément dans le webinaire où on va traiter la notion de vision dans ce plan de relance, mais également qui ouvre la voie à travers des investissements, en prenant en charge certains sujets que, voilà, pour le privé, c'est difficile, etc. Si on donne deux exemples en fait, sur lesquels on travaille aujourd'hui avec le ministère. Un, sur la connectivité, dont on a parlé au début, où on travaille, en fait, l'État a investi pour connecter les établissements scolaires, et on regarde les santé, les maisons de jeunes qui vont constituer des plans de relais sur lesquels vont s'appuyer les opérateurs derrière pour continuer à fibrer et à faire arriver la fibre aux citoyens. Et le deuxième point, et je pense que tout le monde le connaît, c'est Smart Capital, où l'État, en fait, est en train de constituer un fonds de fonds pour justement booster l'investissement dans les startups et dans l'innovation qui, eux, c'est le moteur de croissance de demain. Donc voilà, juste de façon comme ça pour introduire un peu le sujet et rebondir par rapport à ce que dit Ayman, oui, c'est un facteur de développement économique, pas seulement, il est social également, il ne faut pas l'oublier, c'est l'axe le plus prioritaire en tout cas pour nous en tant qu'État et en tant que gouvernement. Et deux, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre le privé, il faut l'aider pour qu'il continue à investir, il continue à dynamiser le système, et qu'on enlève, nous, les blocages qu'on peut rencontrer et qu'on pourra le traiter tout au long du webinaire, et le public, à travers des investissements, on va dire, régaliens, pour baliser le terrain, pour donner une vision et pour permettre au privé de s'appuyer sur ces investissements-là pour venir après investir et développer le secteur derrière. Donc voilà, grosso modo, pour rebondir par rapport à ce que disait Ayman et pour donner une vision un peu macro par rapport à ta question. Merci beaucoup, Hassan. En fait, tu as fait la transition aussi pour moi, et surtout par rapport à ce partenariat privé-public qui est très opportun. Et aussi, vu que Qais a participé à ça, que tout partenariat privé-public, comité aussi mixte qui était dans cet esprit-là. Donc, je laisserai aussi la parole à Qais aujourd'hui pour dire aussi comment aujourd'hui cette digitalisation et les attentes aussi côté secteur public, privé. Pardon. Merci Sarbi, merci aussi Digital Africa pour l'organisation de ce webinaire. En fait, là, je vais intervenir en tant que président de la Fédération numérique et UTICA, donc patronat et patronat numérique. D'abord, je rejoins ce qu'a dit Ayman et Hassan, bien sûr. Et moi, je considère que la digitalisation, quand on parle de digitalisation, il y a effectivement l'angle de vue, il y a l'angle de vue citoyen, il y a l'angle de vue entreprise et ensuite administration et établissement public. Le citoyen, donc je confirme parfaitement, bien sûr, hein, l'impact de cette digitalisation sur la vie, sur le développement socio-économique est essentiel aujourd'hui. Ça touche le citoyen en direct, dans sa vie quotidienne, dans sa qualité de vie, dans son accès au marché, enfin, aux produits, aux services, à l'administration.
ça touche l'entreprise directement, et là je parlerai aussi du secteur privé particulièrement, ça touche l'entreprise au niveau macro et au niveau micro, donc sur l'instantanéité de l'information, sur l'agilité, sur la valeur ajoutée qui est apportée à la fois par l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle. Ça touche bien sûr à l'accès au marché de l'entreprise au niveau international, au niveau mondial, l'accès aux clients et ainsi de suite. Donc, et ensuite à l'administration, le service administratif, la performance des services administratifs, l'accès aussi aux services administratifs, etc. Si je reviens au côté entreprise, ou plutôt, en fait, souvent on parle de digitalisation et d'ailleurs même les questions d'après implicitement sous-entendent ça. On pense beaucoup à la transformation digitale de l'administration, de e-gov, etc. Mais on doit aussi accorder beaucoup d'importance à la digitalisation pour le secteur privé, effectivement. Parce que finalement, la digitalisation, il faut qu'on… D'abord, le digital, et ça on n'arrêtera jamais de le dire, le digital n'est pas fait pour le digital lui-même. Le digital, il n'est pas fait pour le secteur du numérique lui-même. Il est fait pour les autres secteurs. Le digital, il est fait pour être utilisé. Utilisé par qui? Par les autres secteurs économiques. Par la santé, par l'industrie, par l'agroalimentaire, par la distribution, par l'éducation, par les finances et les banques. Et c'est ça la finalité digitale. Donc, on doit beaucoup travailler justement pour percevoir cet impact économique. Il faut absolument que ces secteurs comprennent définitivement cela, parce qu'on doit le dire. Ils n'ont pas encore compris cela de manière claire et nette, en tout cas en Tunisie. Il y a beaucoup d'efforts qu'on est en train de faire depuis 2-3 ans essentiellement, mais depuis un moment quand même. Et je pense qu'on n'est pas arrivé à cet objectif encore. Donc, notre message de digitalisation doit être bien sûr au service public, on en parlera beaucoup tout à l'heure, je pense, mais aussi aux différents secteurs économiques, du secteur privé aussi, qui doivent adopter cette innovation. Et je citerai tout à l'heure même des actions, des initiatives dans ce sens-là, justement pour qu'ils comprennent que leur modèle économique aussi doit absolument changer. Moi, ce que je veux dire aussi, à part ce message de cible du digital pour le public, mais aussi au privé et aux différents secteurs économiques, en fait, on parle de facteurs économiques, mais le digital doit être carrément un nouveau modèle économique. Ayman l'a un peu mentionné. On parle de relance économique, mais en fait, finalement, en Tunisie aujourd'hui, on est en train encore d'utiliser le modèle économique des années 70, de nuire et tout ça. Et on est presque dans ce modèle encore, avec quelques variantes. Depuis quelques temps, quelques années, encore plus quelques mois, on parle pourquoi on ne change pas de modèle. On est en train de rechercher un modèle, mais le modèle, pour moi, il est clair. On a, comme l'a dit aussi Hassan, on a une opportunité énorme en Tunisie par rapport au digital, par rapport aux compétences digitales de la Tunisie. On l'a démontré à plusieurs reprises au niveau international, au niveau régional. Le Covid aussi l'a démontré. Donc, on doit saisir cette opportunité pour en faire carrément un nouveau modèle économique. L'Estonie l'a fait. Le Rwanda est en train de le faire et l'a fait. Je ne parle même pas de Singapour et tout ça, on est loin. Mais le meilleur exemple, c'est l'Estonie, un petit pays qui était au même niveau que la Tunisie il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? Grâce au digital, parce qu'il en a fait son modèle économique. Et c'est ça qu'on doit faire absolument aujourd'hui, à mon avis. Voilà ce que j'ai à dire. Merci, c'est pas Majdi, de votre côté à vous, en tant que chef d'entreprise, votre vision par rapport au digital. Je pense que votre micro est… Au niveau de l'ISCE, donc je vais juste partager avec vous quelques idées sur des points qu'on a évoqués, analysés. Nous avons maintenant une très grande étude que nous sommes en train de faire sur 2000 entreprises. Donc, je vais juste revenir sur 3 éléments clés. Premièrement, on parle beaucoup maintenant de relance, mais on préfère utiliser plutôt le terme reprise parce que réellement, maintenant, lorsqu'on voit le comportement des agents économiques et le comportement des entreprises et même ce qui se passe sur les marchés, c'est principalement maintenant, on parle de reprise parce que réellement, il n'y a pas une visibilité par rapport à l'évolution de marché, par rapport au comportement de consommateurs, par rapport quand ça va reprendre, etc. Donc, généralement, on ne peut pas parler de repris de points de relance lorsque on ne sait pas quels seront les débouchés commerciaux et les opportunités commerciales pour les entreprises. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le digital, il va avoir un point important parce que ça va permettre, si on pourra l'utiliser, d'ouvrir de nouvelles opportunités commerciales aux entreprises. Donc, ça, c'est un point important. Donc, on a parlé
d'offres et de demandes, mais il faudrait juste savoir, c'est qu'il faudrait que la consommation reprenne, parce que si la consommation reprenne, donc en termes de comportement du consommateur, donc ça va faire tourner tous les moteurs de croissance qu'on connaît, donc que ce soit la consommation publique ou privée, que ce soit l'exportation qui est une consommation étrangère ou bien l'investissement parce qu'on prévoit qu'il y aura une consommation future. Mais en tout cas, c'est un point qui est à prendre en considération. Il faudrait juste qu'on ait la possibilité d'avoir une très bonne résilience, c'est-à-dire une agilité pour suivre les nouvelles tendances du marché. Parce que réellement, jusqu'à maintenant, même au niveau des grandes entreprises ou bien les plus petites, ou bien qu'est-ce qui va se passer sur les différents marchés. Donc, on ne peut pas planifier pour dire qu'il y aura une relance, mais il faudrait se préparer à la reprise et suivre les tendances de marché. Le deuxième point qui est important, c'est la fracture. La fracture parce que contrairement à ce qu'on pensait que, par exemple, avec le Covid, donc ça fait accélérer la digitalisation des entreprises, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et surtout, ça n'a pas été le cas pour les petites entreprises et les très petites entreprises, contrairement aux grandes et aux bonnes moyennes qui ont leur plan de digitalisation, qui ont leur plan de développement, mais pour le reste, donc, ils n'ont pas investi pendant la crise, ils n'envisagent pas d'investir, ils n'envisagent pas aussi et ça, c'est faute de moyens et faute aussi faute aussi de connaissances et de savoir. Et c'est pour ça qu'on a eu plusieurs recommandations, par exemple, avoir le chèque digital comme plusieurs pays, justement pour lancer ce processus d'utilisation des petites entreprises donc, et des moyennes qui sont retardataires, qui ne sont pas en train de suivre. Et aussi, on retrouve que même les entreprises qui se trouvent dans les régions les moins développées, où il y a le taux de chômage le plus élevé, la connectivité la plus faible, c'est les entreprises qui ont été les plus touchées et c'est les entreprises qui sont les plus retardataires. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait bien réfléchir et ne pas uniquement, c'est bien qu'on parle toujours de nos startups, c'est bien qu'on s'intéresse aux grandes entreprises, aux gens qui sont en train de suivre donc, les tendances. Mais il faudrait justement, le mot inclusion, il a été utilisé par Sersan. Donc, c'est un point, c'est aussi important parce que maintenant, la fracture, elle est de plus en plus là. Le troisième point que je voudrais juste dire, et après, il y a d'autres éléments par rapport aux contraintes et par rapport aux voies de développement, mais c'est aussi le capital humain. Le capital humain, c'est vrai que la Tunisie, donc, nous sommes maintenant exportateurs nets de capital humain et du savoir-faire et d'ingénieurs, donc, et nos amis donc, à la Fédération numérique qui sont en train de s'offrir justement, vu la fuite qu'on a en termes d'ingénieurs, mais ce n'est pas uniquement ça, c'est lorsqu'on voit par exemple, il y a une corrélation parfaite entre le taux de chômage des diplômés et leur formation en termes de digital qu'ils ont reçu au niveau universitaire. Donc, et c'est pour ça que parmi les points que nous sommes en train maintenant d'évoquer et de recommander, c'est par exemple, même si on est diplômé de géographie, d'histoire, etc., il faudrait avoir au moins connaître le digital, connaître les logiciels qui sont utilisés, parce que c'est un facteur d'employabilité. Et deuxièmement, au niveau des entreprises maintenant, le facteur déterminant pour qu'ils soient dans le digital ou non, c'est principalement est-ce qu'ils ont la capacité de s'offrir l'assistance technique et d'offrir le service professionnel, mais aussi la capacité interne donc, de leur staff et aussi l'offre sur le marché en termes de diplômés, qu'on retrouve de plus en plus de diplômés, mais leur formation digitale, il manque. Merci, c'est Majdi. Joachim, là, je pense que tous, sans exception, ont parlé d'un sujet, un sujet qui te tient à cœur aussi,
que ce soit les petites entreprises, que ce soit les grandes entreprises, même le secteur public, tous ont échangé sur la partie connectivité. Aujourd'hui, comment cette connectivité peut être aussi une opportunité commerciale pour toutes ces entreprises. Et je pense que tu es vraiment la bonne personne, la mieux à même aujourd'hui de t'apporter par rapport à ce sujet. Merci. En tout cas, merci de me donner la parole et je suis heureux de faire partie de cet événement. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui sont très intéressantes et qui sont absolument en phase avec la manière dont on y réfléchit. Je vais reprendre certaines de ces thématiques en commençant par la connectivité, parce que ça touche, pour revenir à la première intervention, à l'individu, au citoyen, et finalement, c'est la fondation de la manière dont on va pouvoir digitaliser une société. Et quand on réfléchit connectivité, il y a 3 dimensions clés. Il y a l'offre de connectivité, et c'est important d'offrir un environnement compétitif où finalement il va y avoir plusieurs options de connectivité. On en parlait même en amont de cette conversation sur comment est-ce qu'on maintient un écosystème de connectivité qui soit efficace, qui marche. Mais c'est surtout important parce que les 2 autres dimensions qui sont liées à la connectivité, ça va être la data et le hardware. La data, c'est-à-dire le coût de la data, la manière dont on arrive à démocratiser l'accès à la data, parce que c'est une chose que d'apporter une connectivité, il faut qu'elle soit abordable, et le hardware qui permet de consommer et de se connecter. Et finalement, comment est-ce que ce hardware va permettre de connecter le citoyen, où qu'il soit, avec le reste de la société. C'est en tout cas la manière dont on y réfléchit et la manière dont on travaille avec beaucoup de pays pour contribuer à améliorer l'accès à Internet et l'accès aux réseaux digitaux. Parce que c'est important pour plusieurs raisons. Effectivement, c'est sociétal. On l'a vu avec Covid, l'accès à l'information a sauvé des vies. Plus que l'accès à l'information, aujourd'hui, il faut savoir que dans la région, dans l'ensemble, dans tout le Moyen-Orient, il y a plus de personnes connectées à Facebook que de personnes qui ont de compte en banque. L'accès à Internet contribue à l'éducation, contribue à tout ce qui va être inclusion financière, va permettre en fait à l'entièreté de la société de se développer. On parlait d'éducation, c'est fondamental l'éducation quand on parle de digital. En fait, ça revient à cette notion de demand and supply qui a été mentionnée. Aujourd'hui, souvent, dans la région, mais partout dans le monde, le problème ne vient pas vraiment du supply, il vient plutôt de la demande. Et la demande, elle est portée par les compétences au sein des entreprises, au sein des institutions, qui sont finalement le reflet de la société, c'est-à-dire la manière dont la société ou pas a su, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit un peu il y a quelques instants, a su ou pas former sa population au digital, créer ses compétences et donc absorber cette compréhension que le digital va être un facilitateur, va effectivement non pas réinventer une industrie, mais contribuer à améliorer une industrie en remouvant des frictions existantes qui existaient quand on était dans un monde qui n'était pas digital. Et ces notions-là sont très importantes et sont au cœur de la manière dont Facebook opère. On a lancé des opérations qui s'appellent Love Local à travers toute la région, où on a tenté d'informer les petites entreprises. Parce qu'effectivement, c'est le tissu économique et c'est ceux qui sont laissés derrière, d'informer les petites entreprises de l'opportunité que représente le digital pour renouer avec la demande. Parce qu'effectivement, on parle de reprise plutôt que de relance. Et la reprise, c'est quoi? C'est renouer le lien entre l'entreprise et la demande, ce qui, dans un environnement tel qu'on l'a pu le vivre au cours de la dernière année, en fait, est devenu particulièrement difficile pour la petite entreprise. Et le digital est une solution pour renouer avec la demande, dans le court terme. Quand on parlera de relance pour la suite, il s'agira d'élargir l'accès à la demande. Le digital, aujourd'hui, ça ouvre les frontières et nos plateformes sont positionnées au cœur de cet accès. C'est-à-dire que les entreprises tunisiennes ont la possibilité dans le digital d'accéder aux consommateurs où qu'ils soient dans le monde, comme les entreprises étrangères ont accès aux consommateurs tunisiens d'où qu'elles soient dans le monde. Et c'est là l'importance pour l'entreprise, pour revenir à la deuxième catégorie, de gagner sur cette thématique-là, parce qu'il s'agit avant tout de compétitivité. De compétitivité sur le marché local, mais de compétitivité à l'échelle internationale. L'adoption des technologies, ça va devenir un sujet de survie. Il s'agit de gagner en compétitivité. Et comment est-ce qu'on gagne en compétitivité? C'est en réduisant les frictions existantes qui permettent d'améliorer les processus, les coûts, mais aussi en entrant en contact avec de nouveaux segments d'audience et ainsi de suite. On a des exemples en Europe de l'Est. C'est des pays qui sont orientés vers l'export et qui ont profité du digital pour aller à l'export. C'est l'opportunité qu'ils ont vue dans le digital, qui était de sortir de leurs frontières. Et finalement, l'export de ce que la Tunisie est capable d'offrir va passer par le digital demain, et ça me paraît important. Puis finalement, pour conclure, on a parlé des gouvernements. C'est clairement le cœur de l'équation, parce que c'est effectivement ce qui va définir le ton, le chemin. Je pense que je ne vais pas répéter ce qui a été dit, c'est très vrai, les processus, la manière dont tout ça va être démocratisé grâce au digital. Je pense qu'il y a une notion peut-être supplémentaire qui est importante pour nous, c'est la manière dont le gouvernement va contribuer à créer un écosystème qui soit favorable d'un point de vue législatif,
mais aussi en attirant les entreprises étrangères qui ont déjà développé ces compétences, les amener en Tunisie, leur permettre d'accompagner les entreprises locales pour gagner en compétitivité. Aussi pour accompagner les entreprises locales dans leur développement eux-mêmes. On parle des startups, mais pas uniquement. La manière dont on va créer cet écosystème va permettre à terme à la Tunisie d'être ultra compétitive sur ces sujets-là, de prendre de l'avance sur ces sujets-là par rapport aux autres économies dans la région. Merci Joachim. Tu es un peu rentré sur le round 2 du sujet 2, donc réellement de comment aujourd'hui, quelles sont les orientations qu'on veut prendre pour accélérer aujourd'hui notre digitalisation. Donc on est rentré sur ce sujet-là aussi pour dire comment aujourd'hui le secteur public pouvait créer aussi l'écosystème aujourd'hui favorable d'une part et favoriser les entreprises déjà nationales, les petites entreprises aussi, et aussi attirer des grandes entreprises internationales, parce que quand les grandes entreprises internationales viennent chez nous, c'est que ça se passe bien et c'est qu'on a pris la bonne direction. Donc, je vais donner du coup la parole, vu qu'on est passé sur ce volet-là, à Sertan. Votre avis, comment aujourd'hui les mesures, quelles sont les orientations du gouvernement par rapport à ça? Ok, il y a pas mal de sujets en fait. On a parlé de la digitalisation du privé, on a parlé de la fracture du numérique, on a parlé en fait de comment attirer les investisseurs de façon générale, hein, que ce soit les grands acteurs du numérique ou bien même les fonds d'investissement internationaux en fait en Tunisie pour investir, etc. On a parlé de l'administration, du e-gov. Donc, il y a pas mal de choses, en fait, de la formation et de l'emploi. Il reste juste la cybersécurité. On n'en a pas encore parlé. Donc, voilà, le mot est dit. Donc, en fait, ça tombe bien parce que, en fait, la question, ça, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire sur ces sujets-là? C'est ça. Hein. Donc, OK. En fait, c'est les six orientations en fait, stratégiques aujourd'hui qu'on est en train de se fixer ou bien qu'on s'est fixé pour le numérique en Tunisie. Juste, j'ouvre une petite parenthèse par rapport à ce qu'on dit, c'est que on est quasiment en phase, mais juste une petite nuance, c'est que l'État et le gouvernement, c'est vrai, en fait, il doit développer un écosystème, mais il ne doit pas développer tous les écosystèmes. C'est-à-dire, c'est là en fait la nuance qu'il faut voir. Quand on regarde la NASA, quand on regarde en fait tout l'aérospatial aux États-Unis, la Silicon Valley, tout le secteur de la pharmacologie, c'est toujours une initiative en fait, soit à travers des R&D ou à travers des labos en fait, où l'État met l'argent pour monter une certaine initiative. Après, c'est le privé qui prend le relais pour développer et faire émerger cet écosystème-là. C'est l'exemple même de la Silicon Valley. Et c'est là en fait où il faut faire attention. Où positionner l'État. Il ne faut pas que l'État soit partout parce que ce n'est pas son rôle et il n'a pas la capacité. Donc voilà, juste je ferme cette parenthèse-là. Par rapport aux orientations, donc on a parlé de la première qui est l'inclusion numérique et financière. Joachim, il en a parlé. Il y a plus de Facebookers aujourd'hui, de comptes Facebook en Tunisie, il y en a 8 millions que de personnes avec un compte bancaire, et notamment sur les jeunes, on a un taux de bancarisation d'à peu près entre 20 et 23%. Donc, ce qui est très faible. Donc, on voit un peu la différence en termes sur cet aspect-là. L'inclusion numérique, on en a parlé, je ne vais pas y revenir sur la connectivité, comment connecter, quel est le meilleur mix technologique, parce qu'on pense souvent à la connectivité à deux choses, la fibre et le mobile et éventuellement la 5G, mais il n'y a pas que ça. Il faut réfléchir en fait de façon pragmatique. Quel est le meilleur mix? Est-ce que les grands towers qui sont en train d'émerger maintenant, c'est une solution sur certaines zones? Est-ce que les connexions par satellite peuvent répondre à certains besoins et à certains enjeux qu'on ne va pas trouver dans la fibre et dans la 5G? Et donc, tout ça, on est en train de structurer dans le THD, dans un plan national pour le très haut débit. Le deuxième volet de l'inclusion numérique qu'on oublie souvent, c'est les usages du numérique. C'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine population, que ce soit à partir d'un certain âge ou à partir d'un certain niveau d'éducation, etc., qui peuvent être marginalisés, écartés, pas à cause de la connexion, pas à cause du device, mais à cause du contenu en lui-même. Quand on voit en fait l'IA, tout ce qui sort en fait aujourd'hui avec l'IA, les machine learning, etc., et bien nous, les chatbots, etc., on comprend le système, on comprend le fonctionnement. Il y a d'autres personnes qui peuvent ne pas s'approprier ce type d'usage et qui seront complètement délaissés par rapport à d'autres services
qui peuvent utiliser ce type de technologie et qui ne comprennent pas. Et du coup, le réflexe, c'est d'aller sur place, de se déplacer, de rester au niveau du papier. Donc là-dessus, même les QR codes, etc. Il y a des gens qui ont du mal aujourd'hui à comprendre comment tout ça fonctionne, etc. Donc, les usages, c'est l'illettrisme numérique. Le deuxième axe qu'on a pas mal traité aujourd'hui, qui est la deuxième orientation, c'est, nous, on l'appelle la Tunisie terre du numérique. C'est-à-dire, en fait, et là, c'est un message en fait, vers l'investisseur, vers l'international, que ce soit, c'est comment attirer les investissements dans le numérique, que ce soit les IDE ou les investissements locaux. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, comment développer cet écosystème d'innovation et de start-up et de PME technologiques, etc. Et comment le booster pour qu'il soit en fait brandable, marketable en fait à l'international. Il ne faut pas oublier aujourd'hui, un investisseur, ce qui l'intéresse, c'est la scalabilité du produit, c'est la taille du marché qui va driver, c'est quand il va mettre de l'argent, combien il va gagner derrière. C'est vrai, sur certains produits, la Tunisie, c'est un petit marché, mais il faut jamais oublier que notre marché, il ne se limite pas aujourd'hui qu'à la Tunisie. Il y a toute l'Afrique du Nord, il y a toute l'Afrique, il y a l'Europe également. Il y a des startups tunisiennes qui exportent très bien en Europe et qui se positionnent très bien en Europe. Donc ça, il faut bien le développer, l'intégrer, donner ces plateformes en fait, d'externalisation des startups et du produit tunisien innovant et les mécanismes, comment attirer l'investisseur. Et là, en fait, c'est toute une démarche de branding, de business développement finalement, de la Tunisie numérique à l'international. Où est-ce qu'on peut trouver l'argent? Où est-ce qu'il va et comment faire en sorte que l'argent en fait, vienne en Tunisie. À travers Smart Capital, l'État a mis un premier pas sur ce volet-là. Et l'idée, c'est que Smart Capital développe tout l'écosystème derrière d'investissement, de financement du numérique, des technologies, etc. Le troisième axe, qui est la digitalisation de l'administration, rapidement dessus, parce que je pense qu'on a tous, à travers nos localisations géographiques différentes et machin, c'est un vrai sujet, que ce soit en France, en Tunisie, en Afrique du Nord, etc. C'est donner des services, simplifier les démarches administratives. Donc, c'est un sujet premier de process et deux, les digitaliser et les offrir de façon à garantir la confiance, la fiabilité, la transparence, pour qu'on puisse derrière, en fait, le citoyen regagne en confiance vis-à-vis dans ses procédures et démarches avec l'État. Le quatrième, c'est avance technologique. C'est comment se projeter à 2 à 3 ans, à 4 ans, à 5 ans devant. C'est-à-dire, en fait, dans les hype cycles, en fait, généralement, on se positionne généralement quand la techno est généralisée. Quand toute la répartition est déjà faite, chacun a pris sa part du gâteau, on arrive, OK, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus grand-chose. Du coup, on se retrouve en fait en bas de la chaîne de valeur, équivalent au secteur du textile. Kais l'a très bien dit, en fait, le mindset du modèle économique, c'est toujours comme ça. Le textile, on est en bas de la chaîne de valeur. Sur un jean, la Tunisie représente 5% de la valeur. Dans le numérique, on est en train de partir dans ce volet-là. Donc, comment aujourd'hui donner la capacité à la Tunisie de se positionner sur le début du hype cycle? Quand il y a une technologie qui sort, je regarde, j'expérimente, je me construis une conviction, une stratégie, et je vois s'il y a du sens ou pas, et je la déploie. Une sorte d'alphabétique, en fait. C'est une sorte de lab interne d'expérimentation au pays. Formation et emploi, c'est, comme l'a dit Sima, on est en train de produire des profils qui ne convergent pas avec les besoins du marché. Il y a un décalage entre l'offre et la demande, et c'est grave, en fait, dans le TIC, où c'est un secteur des plus tendus aujourd'hui dans le monde, et notamment en Tunisie, on a 50 000 chômeurs. C'est hallucinant, ce décalage. Et donc, l'idée, c'est, comment recréer cette synchronisation entre ce qu'on est en train de produire, la formation, l'enseignement et les besoins du marché. Kais l'a très bien dit, on utilise toujours encore des grilles qui datent avant 2000, dans les années 90. Il y a un facteur démographique, donc la baisse des accès aux universités. Et si avec ça, on garde les mêmes répartitions en termes sur les filières, on se retrouve avec un secteur d'éthique où on était, je crois, si je ne me trompe pas des chiffres, on était sur 300 000 étudiants, on est passé à 150 ou un truc comme ça en quelques années. Donc, le nombre d'étudiants et le nombre de diplômes dans le TIC en Tunisie est en train de baisser, contrairement aux demandes du marché. Et derrière, du coup, il faut aller chercher ailleurs, dans la chimie, dans la biologie, etc., prendre ces profils-là,
les reconvertir. Donc, on travaille pas mal aujourd'hui sur les formations courtes, les formations de reconversion et l'alignement entre les besoins et voilà. Et finalement, la cybersécurité. Donc ça, c'est un sujet de souveraineté numérique. Quelle est notre stratégie, la déployer, quels sont les moyens qu'on va se donner, etc. Juste un petit point, en fait, qui est plutôt orienté sur le quatrième axe, c'est la R&D. Aujourd'hui, la R&D, en France et même en Tunisie, on souffre de la R&D parce qu'elle n'est pas assez motrice, elle ne représente pas beaucoup, en fait, en termes sur le PIB, etc. Du coup, l'idée, c'est de la booster dans le numérique pour qu'elle puisse générer cette capacité, ce moteur d'innovation et moteur de croissance par rapport à ça. Pour donner des exemples, donc on travaille sur des sujets d'infra qui collent en fait chaque axe. Il est composé d'infra, d'applications de business et de réglementation. Donc typiquement, on a parlé de cloud. On va travailler sur le sujet du cloud aujourd'hui en Tunisie pour justement agiliser cette transformation de l'administration. On va s'inspirer de ce qui s'est passé pendant le Covid à travers une initiative qui s'appelle Tech for Tunisia, où là, en fait, c'est recréer le mode de fonctionnement, cette agilité, ce lean startup qu'on a vu dans le Covid. J'ai un besoin, je teste, je fais mon MVP, je vois et j'adapte et j'évolue en fonction des besoins et en fonction du marché. Ça, on va le structurer dans un cadre de fonctionnement qui va permettre de répliquer ça au niveau de l'administration et d'accélérer cette transformation-là. L'infrastructure, on en a parlé. Le branding de la Tunisie, c'est en train d'être fait. Juste un petit point par rapport à la digitalisation du privé. Donc ça, moi, j'ai un avis un peu, voilà, c'est que quand on regarde en France, toute l'initiative pour digitaliser les PME et le secteur privé, ils n'ont pas abouti. C'est-à-dire ils ont du mal par rapport à ça. Parce que l'État, en fait, a du mal à trouver les bons leviers pour pousser ces PME à se transformer, à utiliser le digital dans leur entreprise. Donc, d'un point de vue chiffre, c'est intéressant. C'est que pour qu'elle se transforme, cette entreprise, pour qu'elle se digitalise, il faut qu'elle ait une raison. Et c'est la concurrence, c'est un contexte marché, etc. Dans le Covid, on l'a vu, si pas mal d'entreprises ont basculé vers le e-commerce, se sont digitalisées, etc., c'est parce qu'il y avait une logique économique derrière, parce que leur survie était menacée et il y avait la concurrence qui bougeait. Et donc, c'est ce qui a provoqué cette vague de digitalisation. S'il n'y avait pas la Covid, je ne pense pas, grosso modo… Donc voilà, grosso modo, la vision pour rebondir aux différents points qui ont été abordés. Merci, Sarb. Merci, Hassan. Juste en parler vraiment d'investisseurs. Donc moi, je voudrais vraiment avoir un point de vue d'investisseur et du coup d'avoir ton point de vue, Ayman. Aujourd'hui, il y a un sujet dont tu as parlé rapidement tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand on parle de grandes orientations pour accélérer cette digitalisation, il y a un sujet que tu avais parlé, tu es parti par rapport à le crowdfunding. Est-ce que tu voudrais nous expliquer un peu plus comment en fait ce sujet, comment le crowdfunding aujourd'hui va permettre une vraie accélération de la digitalisation au niveau national et quels sont aussi les obstacles par rapport à ce sujet-là? Alors oui, je veux parler du crowdfunding, mais pas que le crowdfunding. En fait, le grand avantage du crowdfunding, c'est pas juste un outil de financement, c'est en fait un outil de testing. Ça accélère on va dire le test des produits de la PME. La PME qui a un produit qui n'arrive pas à lever de l'argent, que ce soit par la dette, l'equity ou même par des dons, c'est que le produit qu'elle est en train d'offrir n'est pas bon. Donc, du coup, au lieu de passer 3 ans à produire des choses et on ne voit pas de marché, etc. Et c'est ça ce que je dis, ce n'est pas de la digitalisation, c'est une transformation digitale. C'est que la manière de tester, et je pense Joachim en a parlé tout à l'heure, cette connectivité, ça te permet d'aller sur le marché très rapidement. On n'est pas obligé d'avoir des canaux classiques et de le tester directement. Maintenant, en Tunisie, les gens le testent avec Facebook, sans trop de vouloir jeter de fleurs à Facebook, mais la vraie marketplace qui existe en Tunisie, c'est Facebook. De la femme qui fait des gâteaux chez elle, qui les vend sur Facebook, à celle qui fait des petits bijoux, etc., etc. On va me dire que je fais de la pub pour Facebook, mais bon. Mais c'est une réalité.
Maintenant, le crowdfunding, on a la loi qui est sortie en août dernier, elle permet aux gens de tester, elle permet pas encore, on a toujours le chemin classique, la loi est sortie, mais on attend le décret, après les décrets sortent et on va attendre les circulaires, etc. Mais en tout cas, on est assez en avance, juste pour que vous ayez une idée, le crowdfunding dans la région, il n'y a que le Maroc et la Tunisie qui ont sorti des lois, et je pense que le Maroc, ils sont en train d'implémenter. Et on est plus ou moins dans la même phase. C'est un grand avantage d'avoir ce véhicule-là parce que ça permet de tester, et c'est dans le cœur de la transformation du digital, c'est qu'on teste directement sur les plateformes, grâce à la connectivité, le bien fondé des produits ou du service qu'on est en train de faire. D'ailleurs, ça se fait même en politique. Les gens n'ont plus besoin d'aller à la télé. Il suffit de faire une page Facebook, enfin, encore une fois, pour ne pas citer Facebook, mais une page sur les réseaux sociaux. Et puis voilà, ils n'ont plus besoin c'est une démocratisation énorme qui se fait et les gens doivent comprendre ça. On n'a plus besoin d'intermédiaires, on y va directement. Maintenant, pour revenir à la question, et je pense que Hassan, il a en fait mis tous les ingrédients de cette orientation sont là. Maintenant, pour que d'un point de vue investissement, ça marche, qu'est-ce qu'il manque pour que la mayonnaise prenne? Parce qu'il y a la mayonnaise doit prendre. Tout d'abord, c'est la volonté, c'est y croire. Hein, il faut y croire. Les Américains disent « People believe in what you believe, they don't believe in what you do ». À un moment donné, il faut y croire, il faut faire un leap of faith, il faut se jeter. C'est difficile de lever de l'argent pour acheter des licences, pour acheter de la propriété intellectuelle, mais c'est facile d'acheter des terrains. À un moment donné, les gens vont commencer à comprendre que quand tu investis dans une société qui crée une solution, qui crée un software et qu'après, le coût, il peut être largement amorti parce que tu peux vendre infiniment de solutions parce que tu vends des licences. Donc, il n'y a pas plus de coûts. Une fois que tu crées le produit, tu le vends infiniment et tu es dans une structure d'investissement et de rentabilité qui est énorme où tu peux aller jusqu'à l'infini. Les gens doivent goûter à ce premier succès et ils ne sont pas en train de goûter. C'est pour ça que je dis que c'est une question de mentalité. Esther Duflo, quand elle a eu le prix Nobel l'année dernière, elle a fait des expérimentations économiques, sociales. Vous savez qu'ils ont fait plusieurs expérimentations. Pourquoi ils ne comprennent pas les programmes de déscolarisation ne marchent pas? Alors, ils ont essayé d'améliorer la cantine, le transport, aller à l'école et de rendre des tabliers, de nouveaux cartables pour encourager. Et vous savez, le truc qui marche le mieux, c'est de former et de donner des séances de formation aux parents des élèves et leur faire comprendre l'importance de la scolarisation. C'est un retour de 40%, alors que les autres, pour $100 dépensés, tu as un retour de 1 ou 2 ou maximum $5, alors que là, tu es 50 ans. Donc, c'est la mentalité importante. Après, le financement, il faut investir, que ce soit dans l'infrastructure. Le langage software-hardware, c'est un langage des années 90. Là, on est cloud, devices. Et là, il faut carrément se paquer sur des grosses mastodontes dans le monde, que ce soit Amazon et compagnie, ouvrir sur le plan réglementaire pour que ce business de cloud soit au cœur de la Tunisie, parce que la Tunisie est à côté de l'Europe, on peut se connecter rapidement, donc il faut le faire. Quand je regarde le plan de relance économique qui a été fait l'été 2020, et tu vois toutes les mesures. D'ailleurs, je ne sais pas, ça fait quelques jours, j'ai revu, il n'y avait aucune mesure sur la digitalisation. Rien, zéro. Même déjà sur l'investissement, c'est peu, mais sur la digitalisation, c'est des plans de soutien aux PME, c'est des plans de soutien, c'est des garanties, mais il n'y a pas un encouragement de l'investissement dans le digital. Or, si on n'en profite pas pour changer le business model, pour pouvoir avoir des taux de croissance à 2 chiffres ou des grands à 1 chiffre, on sera toujours dans le même problème. La révolution tunisienne est venue parce que, notamment, c'est ce que disait Raïs tout à l'heure, c'est que le business model tunisien, il était mort entre 2000 et 2010. Les gens oublient, on a raté la transformation digitale en 2000-2010 à cause des limitations. Il y avait toute une économie qui est sortie, alors que nous, on est resté sur du type textile, comme a dit Hassan, ou du type agriculture en bas de la chaîne de valeur. Il y a une opportunité énorme qu'on a ratée.
La révolution est venue, on n'en a pas profité pour changer. On est resté quand même dans le même business model sans se dire que, tiens, la Tunisie peut être un hub technologique, ça peut être un hub de service, ça peut être un hub de tourisme, enfin, changer complètement. Maintenant, le Covid est venu et peut-être que c'est la solution. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la destruction créatrice de Schumpeter. C'est peut-être que ça. Donc, pour résumer, il faut de la volonté, il faut y croire. Et il faut concentrer, il faut concentrer une partie de l'investissement dans le JT. Il faut que ça se fasse, que ce soit par l'État, mais aussi par le privé. Voilà. Du coup, on revient sur le privé, les investissements que vous allez faire en termes de digitalisation, les orientations qui doivent avoir lieu du privé aussi, du secteur privé, quelles sont les orientations des grandes entreprises. Et après, on passera avec Simajdi aussi, qui nous donnera la vision aussi sur l'autre partie des petites entreprises. Moi, franchement, sur ce point, sur cette deuxième partie, j'ai beaucoup de choses à dire, réellement. C'est un sujet très riche et bon, il y a des choses que je partage par rapport à ce qui a été dit, il y a des choses que je partage moins. D'abord, je partage moins sur le fait que on parle d'écosystème, qu'il faut peut-être ramener des multinationales, il faut ramener des choses, etc. Bon, bien sûr, il faut toujours ramener des multinationales. Mais moi, je dirais les choses autrement. D'abord, il y a le bon côté des choses, il y a le mauvais côté des choses. Le bon côté des choses, c'est que quand même, dans le secteur numérique tunisien, nous avons un écosystème numérique tunisien qui a beaucoup de valeur, qui a beaucoup de value proposition, comme on dit. Il y a beaucoup d'acquis. Nous avons des entreprises numériques, pas seulement des startups, beaucoup de startups déjà, mais aussi des entreprises numériques innovantes, un nombre de startups très important, très innovateurs ou innovatrices, des entreprises numériques qui sont déjà internationalisées, qui exportent déjà en Afrique, en Europe, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, qui ont déjà fait leurs preuves. Ça, c'est déjà l'écosystème privé du numérique. Okay. Nous avons aussi nous avons dans le secteur numérique, je reste dans l'écosystème numérique, hein, je ne sors pas encore du secteur numérique parce qu'après, je reviendrai aux autres secteurs, aussi bien privés que publics. Nous avons des ministères de technologie qui ont succédé depuis maintenant une dizaine d'années, qui ont toujours été réellement en bon partenariat et un bon esprit de partenariat avec le secteur privé. On a toujours travaillé ensemble, moi je le dis en connaissance de cause, parce que nous avons en tant que fédération, j'ai connu facilement peut-être 8 ou 9 gouvernements, 8 ou 9 ministres des technologies avec lesquels nous avons très très bien travaillé. Nous avons été d'ailleurs, nous avons pendu ensemble la stratégie digitale de 2013-2014, nous sommes en train de pendre ensemble, ça le confirme, la nouvelle stratégie 2020-2025. Il y a un travail énorme et je pense que c'est un très bon exemple en Tunisie, un très bon exemple à suivre aussi. Même il y a beaucoup de pays africains, maghrébins africains et même en Europe qui veulent bien suivre ce modèle de vrai partenariat public-privé. Nous avons un conseil stratégique de l'économie numérique qui a le mérite d'exister, même si justement il n'a pas été bien activé et on l'a toujours dit. Bref, donc il y a une très bonne dynamique du secteur numérique en lui-même. Le problème en fait, quand on parle de digitalisation, le problème, à mon avis, en tout cas, vient quand on sort de cet écosystème. Nous avons aussi des multinationales aussi, numériques, de très bonnes multinationales, sans les citer, qui sont présentes en Tunisie, qui sont très, très contents d'être en Tunisie, qui sont très contents de la compétence tunisienne. Je peux revenir aussi un mot sur les talents tunisiens. Il y a effectivement des choses à faire, mais il y a aussi des initiatives là-dessus. Donc, bref, tant qu'on reste dans cet écosystème, on est bien. Il y a toujours des choses à parfaire, mais en tout cas, je pense qu'on a un certain positionnement. Par contre, quand on touche à l'administration des autres secteurs, aux autres secteurs économiques, aussi bien privés que publics, quand on touche à l'administration en tant que telle, là, il y a des problèmes. Il y a des blocages d'avancement de projets, il y a des blocages de digitalisation. Et ça a été dit, Aïm l'a dit aussi, il y a un problème de volonté. On doit dire les choses, à mon avis, telles qu'elles sont. En Tunisie, nous avons connu 8, 9 gouvernements, on ne compte même plus le nombre de gouvernements. Et chaque fois qu'il y a un gouvernement, sur une année, sur 6 mois, sur 2 ans, on a affaire à de nouveaux interlocuteurs. Il y a une bonne réflexion entre le privé public, entre le ministère de la Technologie et le privé. On conçoit de nouvelles approches, on conçoit de nouvelles stratégies, on conçoit une nouvelle manière de faire. Je vais revenir rapidement aussi à TechForce Tunisia. Et taf, j'allais dire, changement de gouvernement, changement d'interlocuteur et rebelote. Il faut reconvaincre le chef du gouvernement sur l'importance digitale.
Ça, je le dis en connaissance de cause parce qu'au moins 3 ou 4 fois, on a dû, moi-même ou des collègues ou les ministres technologiques qui sont passés, on doit parler au chef de gouvernement pour dire je vous jure que le numérique est très important, je vous assure que le numérique est très important. Tout ce qu'on est en train de dire maintenant, tout ce qu'on a dit même sur plusieurs webinaires, on n'arrête pas de le dire, on n'a pas arrêté de le dire. Dans les discours des chefs de gouvernement, dans les parlements un peu partout, on parle de numérique comme une mode, mais en fait, dans les faits, il n'y a rien qui se fait. Réellement, c'est rien qui se fait. Je prends un exemple simple, qui est actuel. Hassan, et je suis certain que le ministre actuel en est conscient, on a voulu, parce qu'il est question de marché public, parce qu'un des blocages, c'est le marché public. Ça fait des années qu'on parle de révision de marché public. On a fini par faire des propositions de révision de ce décret de marché public. D'ailleurs, conjointement entre notre fédération, entre le secteur privé et le ministère, ces propositions concrètes qui vont vraiment faire accélérer les choses, parce qu'on peut aussi consacrer 1 heure de plus sur les mesures à faire sur les marchés publics. Elles sont adoptées communément. On est tout à fait d'accord entre privé et public. Elles sont soumises à la présidence du gouvernement. Et ça fait maintenant 4 mois où la présidence du gouvernement est d'accord sur ces remarques-là, est tout à fait d'accord. So what? Et après, bon, le texte, il est toujours quelque part dans les tiroirs. Ça fait 4 mois. 4 mois, je pense que c'est beaucoup. Mais là, je ne parle pas des années précédentes. Donc, en 2020, on a pensé que finalement, ça va se faire. Le CCAG du numérique, ce qu'on appelle le CCAG, le cahier des clauses administratives et générales pour le numérique, ça fait 6 ans que nous avons proposé, fédération, aux gouvernements qui sont passés, de faire quelque chose de spécifique au numérique, vu l'agilité que ça doit donner, la rapidité, tout ça. On nous a dit, OK, tout à fait d'accord. Je ne sais plus quel chef du gouvernement l'a dit. Le suivant l'a dit tout à fait d'accord. Le suivant a dit tout à fait d'accord. Entre-temps, rien n'a été fait. On vient juste maintenant d'ailleurs, la semaine prochaine, on aura une réunion avec la HECORP, la haute instance, pour commencer à mettre sur la table des propositions concrètes de ce texte de CCAG numérique. Mais en fait, c'est pour dire qu'il y a un problème de volonté, mais volonté pas au niveau du secteur du numérique lui-même, mais volonté au plus haut niveau. On parlait de digital pour les autres secteurs. Si le plus haut niveau, et les autres secteurs d'ailleurs, pas seulement le plus haut niveau, pas seulement la présidence du gouvernement, mais les autres ministres aussi, les autres ministères, les autres décideurs publics en tout cas, j'en parlerai autant pour le privé, et ça a été dit, ne sont pas convaincus ou n'ont pas cette volonté, on va encore se réunir ou faire un autre webinaire dans quelques mois pour parler de la même chose. Donc, il y a ce problème, il y a cette situation qu'il faut absolument changer. Ce secteur privé, c'est pareil, Ayman l'a dit, en fait, il faut que les décideurs soient conscients de ça et soient conscients de l'importance du digital. Bref, donc, sinon, il y a des idées, il y a de nouvelles idées il y a toujours des idées. Tech for Tunisia a été une bonne expérience pendant le Covid. Tu l'as vécu ici, ça avec nous. Donc, on a conçu avec ça un modèle ce qu'on disait dans Tech for Tunisia, où on introduit la notion de reverse thinking. Donc, comment les idées viennent d'en bas, viennent du secteur privé lui-même, qu'il soit numérique ou pas, viennent des startups, et le public peut adopter ces innovations. Et on pousse, en tout cas, on doit pousser le public à adopter ces innovations. Il y a des idées de sandbox. L'expérience de la Banque centrale est très intéressante de sandbox, donc où on expérimente des nouvelles idées, et donc ça fait déjà une plateforme de projets numériques qui peuvent être lancés. Il y a aussi l'idée d'une gouvernance justement basée sur un comité mixte secteur public, secteur privé et société civile. Cette gouvernance, donc un comité qui serait justement sous la houlette du Conseil stratégique numérique, qui va faire accélérer les projets du numérique en se basant sur un comité, sur de la maîtrise d'ouvrage, qui vont suivre les projets, qui vont faire accélérer les projets. Donc, cette gouvernance, elle a été déjà réfléchie, conçue. Elle est aujourd'hui sur la table pour être soumise à un prochain conseil stratégique, lequel a été reporté déjà 2 ou 3 fois. Donc, bon, je dois dire les choses telles qu'elles sont, parce que finalement, on est en plein dans cette lenteur. Mais les idées ne manquent pas chez nous, aussi bien au niveau du ministère, je parle avec Hassan Ilia, mais aussi, au niveau aussi du secteur privé qui, justement, ce secteur privé du numérique, je veux le dire quand même, justement, a beaucoup de frustrations parce qu'il est en train de faire beaucoup de choses dans différents pays d'Afrique, d'Europe, et il ne peut pas faire ces choses-là en Tunisie. Il y a aussi, bien sûr, je parlais de la question de gouvernance, de gouvernance aussi basée sur les autres secteurs, donc des task forces liées aux autres secteurs, par exemple liées au ministère de la Santé, liées au ministère des Finances, liées au ministère de l'Industrie. Côté secteur privé, tout à l'heure j'ai cité, c'est vrai, il faut convaincre
il y a le Covid qui a démontré l'importance du digital dans le secteur privé, mais nous avons, la Fédération numérique, l'UTICA, avec l'association Tunisia Startup, nous avons lancé l'initiative Link for Innovation, Link, donc on met en liaison, on voulait le faire en physique, maintenant on est en train de le faire depuis quelques mois en digital, bien sûr, des entreprises de l'agroalimentaire, de la distribution, de la santé et tout ça, avec des startups, des entreprises innovantes, et ça permet donc de découvrir ces innovations concrètement, avec des témoignages de gens qui ont déjà expérimenté ces innovations. Et d'un côté, ça permet aux startups d'être en contact direct avec des clients potentiels. C'est quelque chose ça fait 5 sessions qu'on a fait ça. Il y a de vrais partenariats qui ont été élaborés suite à cette action Link for In. Il y a de vraies réussites, des vrais deals qui sont faits. Voilà, donc en tout cas une liste de choses pour parler d'une dynamique qui est là au niveau du secteur du numérique, mais il y a quand même un blocage au niveau des autres secteurs qu'il faut absolument lever et il faut vraiment qu'il y ait une continuité dans l'action. Juste un mot aussi sur le financement. Sur le financement, il y a effectivement le crowdfunding, mais on a aussi pensé à des… D'abord, c'est important, ça peut être plus rapide de faire appel à des bailleurs de fonds pour accélérer la digitalisation ou le lancement de certains projets publics. Il y a aussi l'idée le privé est tout à fait prêt aussi à financer certains projets. Donc, on pense à des fonds privés publics. On pense à l'utilisation comment on peut utiliser le levier de la CDC pour financer ça. Donc, tout ça, c'est tracé. On a même des documents là-dessus. Il y a plusieurs idées qui permettent de dépasser les obstacles qu'il y a, mais encore faut-il nous donner la main pour cela. Quand j'ai dit nous, c'est secteur privé du numérique avec l'organisme de tutelle sur le numérique au niveau public. Merci beaucoup, Qaïs. Simajdi, par rapport aux TPE et aux PME, plutôt les plus petites entreprises, quelles seraient les orientations aujourd'hui pour les aider? Parce que ces entreprises-là aussi sont dans des situations plus délicates, même pour les investissements ou autres. Donc, selon vous, comment on pourrait vraiment les aider et orienter ces entreprises-là vers la digitalisation? Premièrement, je vais revenir à un mot qui va pratiquement, pour moi, tout expliquer, c'est bousculer. Bousculer, premièrement, les idées reçues, parce que lorsqu'on parle principalement maintenant, les idées reçues, lorsqu'on parle des secteurs, c'est vrai que dans le secteur textile ou bien dans l'agriculture, nous avons aussi la création de valeur, une faible création de valeur pour quelques filières, mais nous avons aussi le textile intelligent, nous avons aussi, par exemple, l'agriculture bio, etc., dans lequel on peut retrouver une très grande valeur ajoutée et l'utilisation aussi digitale. C'est comme le secteur numérique. On peut avoir des éditeurs de logiciels. Nous avons des leaders tunisiens, mais nous avons aussi des entreprises qui sont uniquement dans la génération de code. Donc, justement, la première idée reçue, c'est qu'il faudrait non pas parler en termes de secteur, mais il faudrait parler en termes de création de valeur. Et la création de valeur y est dans les différents secteurs. Ça, c'est le premier point que j'ai voulu juste en parler. Le deuxième, c'est que en Tunisie, c'est qu'il faudrait, c'est pour ça que je parle de bousculer, parce que je vais vous donner 2 informations qu'on peut utiliser comme proxy. Donc, avec le premier confinement, on a réussi à combiner différentes bases de données pour sortir la liste des personnes qui vont bénéficier d'une aide de 200 dinars. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a réussi à le faire. Donc, c'est quelque chose qui est resté pendant longtemps, mais on a réussi à le faire pendant, je crois, 2 mois. Donc ça veut dire qu'on pourra le faire. Bon, et maintenant, nous sommes dans une guerre contre le Covid et on parle de notre armée blanche, Jaish al-Abia, et on demande au personnel du secteur de santé privé et public de s'inscrire sur une plateforme. Donc, ça veut dire qu'on a une armée, mais qu'on ne connaît pas. Donc, qu'on leur demande de s'inscrire. Donc, et ça, c'est vraiment, c'est un souci, c'est que nous avons plusieurs projets en termes de numérique qui peuvent faciliter l'accès et même les TPE et les PME qui sont retardataires, les obliger à aller plus vers le digital. On en parle, je ne veux pas en parler de l'ERP gouvernemental qui a été dans le programme de conférence 2020
avec un budget de 80 millions de dinars qui n'a, maintenant nous sommes en 2021, qui n'a jamais vu le jour. Donc, mais je vais en parler principalement de 5 sujets, de 5 projets. Pour moi, si on réussit réellement à les implémenter, et c'est toujours donc l'INHV en Tunisie, donc si on réussit à les faire, ça va bousculer les comportements même des retardataires et faciliter donc l'environnement d'affaires et le travail des autres qui veulent être dans le digital. Premièrement, le premier, c'est tout ce qui est documents électroniques et signatures électroniques. Nous avons maintenant tout un programme avec la signature électronique avec le ministère des Finances, mais ce n'est pas en train d'avancer comme on veut. Donc, il y a aussi pour tout ce qui est documents officiels avec le QR code, et l'échange électronique de documents administratifs. Nous avons maintenant la fameuse loi qui normalement interdit à l'administration de demander un document qui est donné par une autre administration, mais qui n'est pas toujours applicable et on attend toujours. Et lorsqu'on en parle, c'est en cours d'implémentation, et on ne voit pas la fin du tunnel. Ça c'est le premier point. Donc, le deuxième, c'est tout ce qui est décaching. On parle de société de paiement. Donc, apparemment, il y a une société qui va être créée entre les opérateurs téléphoniques pour avoir une société de paiement pour qu'on puisse au moins faciliter le moyen de paiement. Ça ne sert à rien d'avoir du commerce électronique si on va payer à la livraison en espèces. Donc, on ne peut pas se faire rembourser si on a payé par carte. Donc, et ça, c'est un problème que la société de paiement, jusqu'à maintenant, nous avons les lois, nous avons apparemment plusieurs opérateurs qui ont demandé d'être accrédités, mais on attend toujours. Le troisième pour moi, et qui est essentiel, c'est ce problème toujours qu'on parle d'échange de données et d'archivage, et pourquoi ça n'est pas en train d'avancer, parce que nous avons ce problème-là de cloud national. Il faudrait que le document ne peut pas utiliser le cloud pour tout ce qui est public, parce que le problème de sécurité, mais il faudrait réellement qu'on résout ces problèmes-là en termes d'échange de données et en termes de sauvegarde et en termes de stockage. Donc, et ça, c'est un sujet qu'on entend toujours, on en parle, mais réellement, il faudrait mettre une date, dire qu'il faudrait d'ici 2021, ça va changer. Et si ça change, et ça, c'est des projets structurants. Si on le fait, ça va faire bouger les choses. Le quatrième projet pour moi qui est essentiel aussi, donc nous sommes en pleine crise de Covid, et c'est un projet qui datait, j'ai entendu parler depuis 2012, jusqu'à maintenant, il n'a pas bien avancé, c'est pour le santé, et on parlait dans le temps de la colline de la santé, la colline de Rapta, que ce soit vraiment une colline connectée, et je crois que même il y avait des grands opérateurs qui ont proposé à la Tunisie, par exemple, que l'envoi, par exemple, de tout ce qui est radio, ou bien tout ce qui est test, etc., que ça puisse être envoyé directement et qu'on évite que des gens se déplacent de l'intérieur juste pour montrer aux hôpitaux spécialisés, donc pour leur montrer leurs résultats d'analyse et leurs résultats de radio. Pardon, si Majdi, votre micro, je pense qu'il est déconnecté. On ne vous entend plus. C'est Majdi. La chaîne télé pour avoir une chaîne télé éducative, on leur a proposé de les aider et même d'inclure des programmes sur cette chaîne-là pour le digital, parce que au niveau de RSE de plusieurs entreprises, donc on croyait que c'est quelque chose qui est très importante, mais ce n'est pas encore en train d'avancer. Et pour nous, c'est quelque chose de très important. Il faudrait faciliter l'accès à l'éducation et à la santé, parce que ça va permettre, donc, et comme ça a été dit par Ayman, donc ça va faciliter l'accès au digital, surtout pour les gens qui sont défavorisés, et ça va permettre de créer
une nouvelle mentalité et un nouveau comportement. Je termine par deux points importants. C'est l'utilisation du digital pour la logistique. Donc, pour tout ce qui est, par exemple, la logistique, le transport, etc. Donc, il faudrait avoir quelque chose, tout un programme national pour ça. Et le dernier point sur lequel maintenant nous sommes en train de travailler, c'est tout ce qui est durabilité et digital. Parce que maintenant, avec le problème de ressources rares qu'on a, avec la préservation des ressources rares, surtout en termes d'eau, surtout travailler sur la durabilité. Il y a un outil qui peut être utilisé, donc c'est le digital qui va nous permettre d'avoir ce développement durable, d'avoir cette durabilité et avoir une optimisation de l'utilisation des ressources rares qui sont principalement l'énergie et l'eau en Tunisie. Merci. Merci beaucoup, c'est Majdi. Là, vraiment, le dernier point, et on va essayer de le faire. Le débat est très intéressant, mais c'est pour ça qu'on a pris un peu plus de temps. Mais vraiment, en 2 minutes, la vraie question serait de se dire aujourd'hui, il y a un écosystème, on parle d'un écosystème qui doit être là, on parle de bousculer les choses, on parle de partenariats, secteur privé, public, investisseurs, bailleurs de fonds potentiellement. Aujourd'hui, l'idée serait, voilà, je pense qu'on a tous une vision qui est au final commune, on veut tous aller vers cette digitalisation, tous les secteurs confondus. L'idée serait de se dire aujourd'hui, quelle est pour vous la bonne approche pour mobiliser en fait ça et pour convaincre et pour que toutes les équipes et toutes les parties prenantes, que l'écosystème aille dans la bonne direction. Sersan, je te donne la parole. Merci beaucoup, Sahbi. Il y a juste quelques points sur lesquels je dois rebondir, notamment le dernier. Par rapport au ministère de la Santé à l'inscription des professionnels de santé. En fait, je dois juste corriger une information parce qu'il y a des gens qui nous regardent et le webinaire va être diffusé. Si on demande aux personnels de santé de s'inscrire, ce n'est pas parce qu'on n'a pas leurs données. Il faut être clair là-dessus. C'est que c'est dans le processus d'inscription parce que l'inscription au vaccin, elle est volontaire. Donc, on ne peut pas inscrire tous les gens à leur place. Il faut que ce soit eux qui font la démarche. 2, pour centraliser et avoir la traçabilité derrière au niveau du système d'immunisation, en fait, la IIS, Immunization Information System, qu'on est en train de mettre en place pour garantir la traçabilité. Donc, il est important de s'inscrire sur IVAC. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas les données. Il y aura des croisements de données. On a les données, mais c'est un acte volontaire et il faut que chaque citoyen et chaque professionnel et chaque personne qui a envie de se faire vacciner soit volontaire de sa part. Donc ça, c'est très important pour ne pas dire que voilà. Donc voilà. Juste pour rebondir à quelques points, en fait, en fait, sur la partie, le décret des achats, on a pris en compte les amendements. Il n'est pas dans les tiroirs depuis 4 mois. On a pris les amendements qui ont été remontés, que ce soit de la part du ministère et de l'UTICA également, et on les a intégrés, on les a travaillés avec la présidence du gouvernement et notamment à l'AECOP pour converger en fait sur un texte commun sur l'évolution du décret d'achat public. Et il a été envoyé au niveau de la présidence du gouvernement afin que le décret soit soumis à une consultation dans le processus en fait, administratif. Chaque décret doit être soumis à consultation des différents ministères. Je sais que le processus peut paraître, mais voilà, c'est que le process a été déclenché. Oui, je sais, mais je parle de cette partie-là, justement, qui prend du temps, mais c'est bon. Oui, oui. Ouais. Moi, justement, je suis d'accord avec vous, c'est que ce qui m'inquiète, c'est la suite. Voilà. Et ça, je suis d'accord sur ce volet-là. Il y a un sujet aujourd'hui sur lequel on converge tous. Je pense que ce soit en fait sur des sujets où on peut être en désaccord ou en accord, etc. C'est l'exécution. Là où ça fait mal aujourd'hui en Tunisie, c'est l'exécution, c'est la mise en œuvre, c'est accélérer cette transformation digitale. On en parle de 2013, depuis 2013, 2014, le premier PNS, la revue du PNS, le deuxième PNS, etc.
Je pense aujourd'hui qu'en Tunisie, ce n'est pas les idées qui manquent, c'est la capacité d'exécuter. C'est le fait voilà, de prendre un sujet, de le commencer et de le finir. Il y a une spécificité au TIC, voilà, parce qu'on est habitué dans le numérique avec un pas de temps qui est assez court, et quand on arrive dans l'administration, on est face à un pas de temps qui est beaucoup plus lent, c'est très frustrant, etc. Et même moi, j'en fais l'expérience. Je suis arrivé en août, donc c'est vrai, il y a un changement de référentiel qui s'opère au niveau de l'administration. Donc là-dessus, et revenir sur un certain point qui est le protectionnisme. On a parlé pas mal de protectionnisme, pas protectionnisme en fait, qu'il y ait des acteurs qui arrivent sur le marché tunisien. Ayman a parlé d'Amazon, de Microsoft, etc. Moi, je pense que c'est bénéfique. C'est quelque chose qui peut être bénéfique pour l'ensemble de l'écosystème. Ça fait peur quand on les voit débarquer, mais il ne faut pas oublier que derrière, ça peut développer derrière, créer une aspiration, développer un écosystème et demain, créer des leaders et des champions dans ces secteurs-là. Il faut apprendre des meilleurs, il faut toujours regarder en fait devant nous et non pas derrière nous. Il faut s'appuyer des tops dans le monde si on a envie que demain, on soit un pays leader dans ce secteur-là et qu'on crée cette réinvention, cette transformation, etc. Il y a deux trucs que généralement j'utilise. Deux phrases, c'est qu'il faut avoir des rêves suffisamment grands pour ne pas les perdre en les poursuivant, quand on les poursuit. Donc ça, c'est important d'avoir cette ambition et cette envie. Et il y a une autre phrase voilà, en fait, qui traduit également ce qu'on a vécu dans le Covid et ce qu'on est, c'est que lorsque le vent souffle, certains construisent des murs et d'autres érigent des moulins. Donc ça traduit plus ou moins l'ensemble de l'approche, le mindset qu'on doit avoir. Donc pour revenir en fait sur ce que disait Ayman, et je pense qui concerne ta question, Sahbi, l'ambition, on l'a. Et je suis d'accord avec Ayman, il faut qu'on soit tous d'accord sur cette ambition, il faut être ambitieux. La vision, je pense qu'elle est partagée, etc. Ce qui est le plus important, au-delà de la vision, c'est aller à une vision. Et là où on trouve la difficulté, c'est que je veux aller par ce chemin et l'autre, il veut aller par l'autre. On n'a plus aujourd'hui le temps pour faire ce débat à droite ou à gauche. Je pense que le seul intérêt aujourd'hui qui doit primer, c'est l'intérêt commun, c'est l'intérêt de l'État tunisien. La situation, elle n'est pas évidente, que ce soit économiquement ou socialement parlant. Donc, on n'a plus le temps de débattre, on n'a plus le temps de regarder qui a raison, qui a tort. Aujourd'hui, il faut décider. Ne pas décider est plus destructeur que décider et prendre un mauvais chemin qui va nous amener à, peut-être, ça sera plus lent, mais en tout cas, on va enclencher la machine. Aujourd'hui, la machine, elle est un peu au point mort. Donc, pour accélérer, on a parlé du décret des achats qui va ouvrir un peu ces chakras, ces verrous, pour qu'on puisse rapidement dans le numérique accéder à la techno, démarrer les projets, que ce soit dans les typologies d'achat. Donc, on va intégrer ce que c'est les référencements qui étaient absents aujourd'hui dans les achats publics, ce qui va faciliter l'accès à la prestation. On va intégrer les achats innovants où demain, en fait, on achète une start-up ou on achète une voiture, quasiment on passe par le même processus et on se retrouve avec des appels d'offres parfois où c'est hallucinant, ça dure 2 ans, 2 ans et demi pour qu'à la fin, ça soit non concluant et on doit refaire toute la démarche. Ce qui est très frustrant et ce qui est très bloquant. En termes de gouvernance, je pense qu'il y a tous les moyens de gouvernance qui sont mis à disposition. On a parlé du CSEN, on a parlé du comité. On est un des rares pays quand même dans le monde où il y a un ministère d'éthique et c'est le ministère d'éthique qui porte cette stratégie numérique. Généralement, on est sur 2 modèles. Soit un modèle où c'est porté par la présidence du gouvernement, par la présidence de la République, etc. Et un autre modèle où ça, c'est le modèle on retrouve pas mal dans l'Estonie, etc., Portugal. Nous, on est sur un autre modèle où il y a un ministère d'éthique qui porte cette responsabilité, qui porte cette stratégie-là, qui a le mandat à travers le CSEN. Et Kais, je pense qu'il peut le confirmer, c'est que le sujet a été débattu dans les 7 précédents CSEN et à chaque fois, on dit « oui, vous êtes les responsables, oui, vous êtes les responsables ». Donc, le mandat, je pense que ce n'est pas une définition de rôle qui pose problème, mais c'est d'exercer ce rôle-là. Un rôle transverse n'est valable que si on développe des offres, que si ça a un sens, que si on apporte une valeur. Ça n'apporte aucune valeur quand on va à un ministère ou à un secteur, on lui dit « écoute,
moi, je sais ce que c'est le e-transport et je vais te faire le e-transport. Toi, regarde comment il faut faire et c'est comme ça qu'il faut faire. Ça, ce n'est pas bénéfique. C'est que la première réponse, c'est de se braquer. Et la deuxième réponse la plus simple, c'est de ne rien faire. Il va dire, OK, ça marche, bravo, tu as tout compris, vas-y, go. Et lui, il se désolidarise complètement par rapport au projet. Il faut que les besoins remontent. Il faut que le métier joue son rôle de métier et que l'IT soit dans son rôle d'IT. C'est-à-dire, il comprend son besoin et il l'accompagne dans la réalisation de son besoin. Et c'est ça, en fait, qu'on essaye de mettre en œuvre aujourd'hui, que ce soit à travers Tech4 Tunisia, à travers la définition d'offres transverses d'accompagnement aux autres ministères, à travers l'identification des moyens de financement de ces projets-là, pour pousser, pour les accompagner et les emmener dans ce parcours digital, créer la première étape qui est l'awareness, c'est-à-dire en fait créer la prise de conscience par rapport à la nécessité de la transformation digitale et toute la valeur que le digital a générée. Donc, il faut qu'on s'inscrive dans cette lancée qu'on a vue dans le Covid, où tout le monde s'est dit, oui, le digital, c'est top, etc. Regarde ce que j'ai fait. C'est vrai, il y a une baisse de motivation, et c'est normal dans tout projet, quand on a un pic en termes d'engagement, dès que le projet est livré, il y a un relâchement qui se perd, mais il faut l'accompagner dans sa démarche de conduite du changement pour le relancer les équipes derrière, relancer dans la démarche. On est en train de le faire avec la vaccination à travers la plateforme eVax avec le ministère de Santé, où là, on est en train de faire dans un temps record plusieurs choses qui ont pris, je ne sais pas, plusieurs mois, plusieurs années à être mises en œuvre. Et je pense qu'il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut garder le rythme. Aujourd'hui, c'est vrai, les changements politiques, les changements de gouvernement, ça fatigue, ça crée de l'usure, ça crée de l'usure et de la fatigue. Mais aujourd'hui, je pense que Qais ou Ayman, etc., ou qui connaissent Sifa, le ministre actuel, etc., on a de l'ambition. On a aujourd'hui des ingrédients qu'on va dire qui sont réunis, une vision, une expérience. On a prouvé qu'on est capable avec le Covid. Donc, il n'y a plus raison de ne pas y croire. On est capable d'y croire. Maintenant, il faut mettre en œuvre les moyens pour exécuter Tech4 Tunisia, les marchés d'achat public, apporter de nouvelles méthodes de gestion de projet, former les gens sur l'agilité, sur ce que c'est un projet IT. Les gens ne savent pas ce que c'est un projet IT, comment ça se gère, etc. pour que derrière, en fait, on mette un peu l'huile dans la machine et que la machine puisse redémarrer avec, comme a dit Qais, même si parfois on est d'accord ou en désaccord sur certaines orientations, je pense que c'est pas… aujourd'hui, on n'a pas le temps de débattre. Il faut faire des choix et avancer. Et le seul intérêt qui prime, au-delà de la vision, c'est l'intérêt commun. Et c'est ça, dès qu'on converge tous vers… C'est quoi l'intérêt qu'on va générer par rapport à ce projet ou à ce programme global? Si on est tous d'accord, pourquoi on le fait? Je pense que la vision, quand on la modifie ou qu'on la change, c'est cet esprit collectif, cette intelligence collective qui va nous permettre d'avancer. Sans ça, on passera notre temps à gérer les problèmes, à gérer les blocages, machin. Et donc, voilà. Merci. Merci Le passé, c'est le passé. Et voilà, je pense qu'il faut plutôt regarder l'avenir que regarder le passé. C'est vrai, il y a pas mal de choses, 10 ans de retard, 10 ans de problèmes, 10 ans de blocage. Si on veut avancer, il faut tourner la page et construire pour l'avenir. Et voilà, pour une nouvelle Tunisie. Merci beaucoup, Hassan. Joachim, je reviens vers toi, juste parce que peut-être que tu as vu sur d'autres environnements que le nôtre, des mobilisations. Donner aussi ton point de vue aujourd'hui, quand tu vois aussi nous, ce qu'on est en train de faire, notre mobilisation, où est-ce que tu nous vois, la vision aussi de Facebook sur l'ouverture, comme tu le vois, même au niveau administration aujourd'hui, gouvernement, il y a ce souhait, cette volonté aussi que des grands acteurs, des champions internationaux viennent chez nous aussi pour créer des champions nationaux aussi par la suite. Donc, voilà, quel est ton point de vue par rapport à ça et ta vision? Merci. Alors, c'est une bonne question. Je pense que dans l'ensemble, ce qui a été dit et ce qui vient justement d'être dit, exactement dans le sens de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on réunit les différents acteurs dans une vision unique pour avancer dans le bon sens. Je rejoins cette notion autour de la valeur des acteurs internationaux. Pour moi, et
Il faut bien comprendre hein, la position que j'ai, c'est-à-dire que je travaille en direct avec les grands groupes, mes équipes s'occupent des grands groupes à travers toute la région. Notre rôle à nous, c'est d'aider ces grands groupes à être le plus compétitifs possible sur la chaîne mondiale et au sein de leur pays. Et aujourd'hui, la compétitivité, ça passe par d'avoir les bonnes technologies et les bonnes compétences. Et pour moi, quand je parle d'écosystème, je parle notamment d'aller chercher les technologies qui permettent d'acquérir cette compétitivité ou de les développer, bien sûr, au local. Il faut savoir que, par exemple, on parle beaucoup du commerce conversationnel. C'est un sujet d'avenir pour l'Afrique, pour toute la région, pour tout le continent, et d'ailleurs pour le monde entier. On a vu que la Chine a pris le tournant, on voit ce qui se passe en Amérique du Sud. Aujourd'hui, les petites entreprises sont à la pointe de ce qui se fait sur le commerce conversationnel. D'ailleurs, il faut savoir que pour nous, hein, les PME, c'est le secteur, c'est l'élément qui croît le plus vite. Il y a 1,6 milliard de connexions entre les petites entreprises et les individus sur nos plateformes. Il y a plus de 7 millions d'annonceurs et la majorité en sont des petites entreprises. Donc, pour nous, c'est le cœur de l'avenir, c'est la manière dont les PME vont se connecter. À part fini, on revient à la notion de commerce conversationnel. Aujourd'hui, on sait que c'est un secteur d'avenir. On sait que demain, de plus en plus, on va s'éloigner de la vision web telle que notre génération l'a vécue sur les 20 dernières années pour aller vers une nouvelle manière d'engager avec l'entreprise qui va passer par le messaging. C'est un domaine dans lequel il faut investir pour développer des compétences, etc. C'est un domaine où il y a beaucoup moins de barrières d'entrée parce qu'en fait, c'est très simple pour aujourd'hui une entreprise de se connecter et d'engager avec le consommateur. Aujourd'hui, à l'échelle du Moyen-Orient, la quantité d'acteurs qui sont certifiés par Facebook, alors, on n'est qu'une des parties, qu'une des plateformes, hein, mais je veux dire, ça donne quand même une indication. À l'échelle de tout le Moyen-Orient, on les compte sur le doigt d'une main, alors que par pays européen, on parle de dizaines. Donc, ça donne une idée de l'intérêt qui est aussi d'aller chercher ces compétences qui sont super niches, de les amener sur le marché pour aider les entreprises tunisiennes à être ultra compétitive à l'échelle mondiale sur ces sujets-là. Et c'est ça que je voulais dire par écosystème. C'est comment est-ce qu'on amène ces compétences niches sur le marché pour aider le marché à rester compétitif. Et c'est à ça que je faisais référence. Maintenant, c'est là où nous, d'ailleurs, on peut jouer, où on peut contribuer. C'est de jouer, de mettre en connexion, entre guillemets, ces entreprises qu'on repère qui apportent cet avantage compétitif et de leur prouver ou de les aider à comprendre l'opportunité que la Tunisie représente et de les amener à entrer en contact avec les entreprises tunisiennes. Et c'est ce qu'on fait au quotidien. Je veux juste revenir sur une des notions qui a été mentionnée plus tôt, c'est cette notion de digitalisation des PME et la manière dont c'est abordé et le rôle que Facebook joue autour de ça. C'est-à-dire qu'on a lancé une plateforme qui s'appelle Facebook Shop, qui permet à n'importe quelle PME très facilement d'ouvrir un petit magasin en ligne. Il y a pas ça permet de proposer ses services et ses produits sur la plateforme. Aujourd'hui, un des freins principaux, ce n'est pas vraiment l'accès à ce type de technologie-là. Ça va être l'éducation, on en a parlé, mais aussi la capacité que ces gens ont à pouvoir investir sur ce type de plateforme, acheter du média pour rester compétitif, pour gagner les parts de marché, par rapport même aux plateformes étrangères qui s'intéressent au marché tunisien. Et en fait, ça revient à l'écosystème pour moi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on crée un écosystème qui facilite ces processus d'achat dans l'environnement géopolitique qu'on connaît, qui est complexe et qui est difficile. Un dernier point, je pense, dont j'aimerais parler, c'est juste pour conclure, hein, on a parlé d'éducation tout à l'heure. S'il y a une chose sur laquelle nous on fait un appel du pied, un appel de la main, c'est l'éducation. On est en volonté permanente de s'associer, d'aider les organisations locales, les associations, les gouvernements sur le sujet de l'éducation autour du digital. On a des programmes qui existent autour de ça, on a des plateformes qui sont gratuites en français, en arabe, en anglais. Il y a beaucoup de formations autour du digital. Et pour nous, c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que plus on va investir sur l'éducation, plus demain, les générations à venir vont comprendre l'enjeu du digital et vont pouvoir d'être cette relance dans ces entreprises qui finalement ont plus peur qu'autre chose. Ce n'est pas que les gens ne comprennent pas l'opportunité digitale, c'est qu'ils ne savent pas vraiment comment l'aborder. C'est souvent entre le premier mot qu'on fait face, qu'on engage avec un grand groupe. C'est l'éducation qui va faire la différence. Et donc, je pense que c'est là qu'il faut que tous ensemble, privé et public, se réunissent pour avancer. Et c'est là que ça fera la différence dans les années à venir. J'ai été vite parce que je sais qu'on est assez limité dans le temps. Oui. Merci beaucoup, Joachim. Sir Kais, un dernier mot pour rapport à cet échange, et c'est aussi peut-être revenir sur cet esprit de vision commune pour cet écosystème. D'accord. En fait, d'abord, moi, je partage ce que disait Hassan, hein, donc, la vision commune.
il est clair qu'il est absolument essentiel que le secteur public et le secteur privé travaillent et puissent travailler ensemble. C'est encore une fois, je le redis, c'est une distinction en Tunisie, le fait que ces deux secteurs travaillent ensemble. On a une vision commune par rapport au digital, par rapport à la digitalisation, par rapport au secteur numérique. Cette vision, c'est surtout auprès des autres gouvernants et des autres acteurs, en tout cas de ceux qui vont utiliser le digital, à savoir le secteur public, des différents secteurs publics, des établissements publics, mais aussi le secteur privé. Donc, mais la vision, en fait, on la partage, on est tout à fait d'accord là-dessus, on la conçoit ensemble, on la conçoit carrément ensemble, et on essaie même de la mettre en œuvre ensemble. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il y a des réflexions de type comité mixte, comité de maîtrise d'ouvrage mixte, etc. Donc, nous avons une manière de voir les choses en commune. À chaque fois, on reconçoit la stratégie ensemble. À chaque fois, malheureusement, on est frustrés ensemble par rapport à la réalisation. Et en tout cas, nous sommes de nature à être vraiment combatifs. On ne lâche pas. On est très persévérant. Donc, même s'il y a une certaine frustration, même si on voit que les choses n'avancent pas, même si on regrette que les choses n'avancent pas, il y a absolument une persévérance pour avancer, pour aller de l'avant, parce que de toute façon, on n'a pas le choix, hein, aussi bien bien sûr pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt des secteurs, pour l'intérêt de l'économie. Donc, ça, c'est clair. Donc, il faut absolument qu'il y ait cette union dans la vision, dans la réalisation, dans la gouvernance. C'est pour ça que moi, je parle de co-gouvernance. Nous, dans nos propositions, on parle de co-gouvernance. Cette co-gouvernance permet d'avoir une meilleure agilité, à notre avis, une meilleure dynamique. Et en tout cas, on essaie d'atteindre la cible ensemble. Moi, j'aime bien le mot bousculer. Hein. Tout à l'heure, moi, je pense à utiliser. Hein. Je pense qu'on est arrivé à un stade où on n'a pas d'autre choix que de bousculer les choses. Dans cette manière de bousculer, il y a aussi une autre approche que moi, je vois de plus en plus, que je recommande de plus en plus maintenant, cette année, en tout cas particulièrement, puisqu'on voit que les choses sont assez bloquées hein, à différents niveaux de l'économie, à différents niveaux de l'État. Hein. Je dis les choses réellement telles qu'elles sont. Donc, on est assez réaliste. On peut être optimiste, on est optimiste, on ne va pas lâcher, mais il faut être réaliste. Donc, on ne s'attend pas réellement à un grand changement dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent par rapport à cette transformation digitale. Ça, on est en train d'avancer plus sur des actions qui, dans le secteur privé à la main, qui sont plus agiles, qui sont plus rapides, sur des actions aussi qui touchent le secteur privé et la société civile, sur lesquelles ils peuvent agir ensemble. Je prends l'exemple, je parlais tout à l'heure de Link for In, hein, Link for Innovation, où on n'est pas dépendant de l'État hein, pour faire une telle action de mise en relation du secteur privé et des entreprises avec l'innovation. Il y a l'action, l'initiative Digital Talent. Tout à l'heure, on parlait des compétences, d'éducation, d'enseignement. Digital Talent, donc on a lancé il y a 2-3 ans et qui continue à être appliqué. Donc, on a mis en place, et c'est le seul secteur qui a mis en place un référentiel de métiers et des compétences où on définit ce que c'est enfin, les métiers, en fait, on définit les emplois et les métiers du numérique d'aujourd'hui. Et donc, ça a permis de revoir tout l'enseignement supérieur dans le secteur du numérique. Toutes les universités, les écoles ont revu leur programme d'enseignement cette année et l'année dernière, ont revu leur programme d'enseignement d'un point de vue digital par rapport aux attentes du marché, aussi bien national qu'international, par rapport aux nouveaux métiers du digital. Et ça touche à la fois les technologies, mais ça touche aussi aux autres secteurs économiques qui ont besoin d'utiliser ce digital. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Donc, les nouveaux diplômés d'aujourd'hui sont en train d'être formés sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles approches digitales, aussi bien dans un secteur IT, mais aussi dans un secteur métier, comme la santé, comme l'agritech, comme les finances, etc. Donc ça sera une nouvelle génération de diplômés en Tunisie qui vont être plus mindset, plus orientés digital. Voilà, c'est pour dire qu'on peut quand même avancer. Ceci dit, nous avons des actions aujourd'hui communes avec le ministère de la Technologie. Il y a aussi la télémédecine. Hein, moi, je dis tout à l'heure à parler de la santé, de l'art et tout ça. Il y a un décret sur la télémédecine qui est aussi sur la table qu'on veut faire avancer pour justement pouvoir enfin permettre un accès à la santé à distance, en tout cas par les patients, par les médecins. Voilà, il y a plusieurs sujets en tout cas à débattre sur ça et voilà, la conclusion c'est encore une fois
c'est un travail commun, public-privé, aussi bien en termes de vision, en termes de réalisation, en termes de gouvernance, en termes de financement aussi. Voilà. Dimash, vous souhaitez rajouter un point en termes… Du coup, Ayman, je te laisse faire une conclusion par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Moi, si je peux dire une chose, c'est qu'il y a un proverbe africain qui dit que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et c'est un peu la conclusion que je voudrais, sur laquelle je voudrais insister, parce que finalement, on parle d'un changement de mentalité. C'est ce qu'il faut. Est-ce que vous avez vu, vous, des enfants à l'école en Tunisie, des enfants à 8 ans qui commencent à apprendre à taper sans regarder l'écran, comme une dactylo? Ça ne se fait pas. Alors qu'aux États-Unis, c'est vers les 10 ans maximum, ils le font. Est-ce que vous avez vu des cours d'entrepreneuriat à l'école primaire? Non. Vous partez aux États-Unis, trouvez Lemonade Day, ils le font à des enfants de 4 ans et 5 ans. On ne devient pas entrepreneur, que ce soit digital ou non, à l'âge de 20 ans ou 22 ans. Ça, on l'apprend, on fait des summer jobs depuis l'âge de 13 ans. Maintenant, on recrute chez Apple, et là, je suis sur les newsletters, par exemple, de celle de Stanford. On recrute plus suivant les diplômes. Les diplômes, c'est important, mais ce n'est pas les plus importants. Sur des concours de hackathon de 4 jours. Donc, le mec, à l'âge de 15 ans, il a déjà fait coder pas mal de choses. Pas forcément coder, mais il a conçu, parce que maintenant, en fait, l'accès au code est devenu simple. En fait, c'est la structuration d'informations qui est le plus importante. Et donc, on trouve des gamins de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qu'ils ont des admissions à MIT, Caltech, Carnegie Mellon et Stanford, et ils n'y vont pas parce qu'ils ont des VC derrière qui veulent développer des choses. Et ça, c'est là où il faut. On est tributaire d'un très bon succès. Et moi, je dis c'est un succès qui va ramener l'Estonie à changer avec Skype, qu'on le veuille ou non. Hein. Il suffit qu'on ait un équivalent de Skype en Tunisie, il y en a plein. Moi, je pense qu'on aura une start-up qui va exploser parce que je suis en train de les côtoyer, de voir des gens qui résolvent des problèmes très complexes en intelligence artificielle, se basant sur des mathématiques assez poussées. C'est vrai qu'on les vend mal, c'est vrai qu'on ne met pas les bons designs, etc., mais on arrive à résoudre des problèmes assez complexes. Il suffit qu'une marche comme ça, que maintenant, le papa, quand il a son fils à l'âge de 6 ans, il a envie qu'il devienne un digital maniac et non pas un médecin ou un avocat ou comme les métiers classiques. Et c'est comme ça. Donc, c'est un succès qui ramène des succès. Il faut faire confiance au numérique. En gros, si je peux résumer, faites confiance au numérique et ça marchera. Voilà, sans trop prendre de temps. Merci, Ayman. Sima, je dis un dernier mot. Le dernier mot, c'est que pour moi, le digital, il faudrait revenir juste à un point, c'est que ce n'est pas une opportunité, ce n'est pas ni une opportunité, ni un changement, mais c'est principalement une révolution. Donc, je reviens au mot, donc c'est la 4e révolution maintenant. Donc, et comme toutes les révolutions, et d'ailleurs, c'est comme aussi la révolution tunisienne. Donc, on n'a pas de choix avec la révolution. Il faudrait ou bien les réussir, ou bien donc ça va nous emporter. Donc, il faudrait réussir en même temps en Tunisie notre révolution sur le plan politique, donc et notre transition démocratique. Et il faudrait aussi réussir cette transition donc digitale et cette révolution digitale. Et pour y faire, donc il faudrait juste y croire premièrement, et deuxièmement, il faudrait que de plus en plus de gens donc voient qu'il y aura un bénéfice et que la nouvelle situation et ce changement ce soit bénéfique pour eux. Donc il faudrait juste qu'on ait en tête cet élément-là. C'est une révolution. On n'a pas le choix que la réussite. Merci vraiment à vous tous parce que je pense que cet échange était très riche. Merci vraiment à vous tous pour toute votre vision. Moi, ça me fait plaisir d'avoir participé à ça. Je vois que réellement le Covid aussi nous a poussé à se rencontrer, nous a poussé à travailler ensemble, que ce soit le secteur public, privé. Ça a accéléré beaucoup de choses. Donc, c'est quelque chose quand même qui est positif. Aujourd'hui, il y a des gouvernances dans ce sens-là, comme disait Sira et Sersan. Aujourd'hui, avec ce comité
idée mixte avec des bailleurs de fonds potentiellement, surtout le secteur public et privé. Une vision aussi par rapport à l'éducation, comme vous avez tous dit, hein, aujourd'hui, il faut pousser nos ressources parce qu'on a des jeunes talents. Donc, il faut que ces jeunes talents soient l'avenir de ce pays. Aujourd'hui, on doit aller dans cette direction de digital. C'est pour moi, aujourd'hui, je pense pour nous tous, la seule vraie solution qui s'offre à nous. Et il faut investir, il faut y croire, il faut qu'on ait cette vision tous dans la même direction, qu'on fonce tous main dans la main. Comme disait Hassan, peut-être qu'on a des visions différentes par rapport au chemin qu'on va prendre, mais le but, il est le même et on y arrivera. On y arrivera et bousculant des choses, investissant et surtout assurant une inclusion de toutes les parties prenantes et aussi des citoyens. Merci vraiment à vous tous. Je vais redonner la parole à Khadija. Je ne sais pas si c'est toujours avec nous. Oui, merci. Alors, merci Sahbi pour la qualité du débat. Merci à nos chers intervenants pour ces échanges dynamiques et fructueux. Je remercie aussi l'ensemble des participants de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle webconférence sur la sécurité des enfants en ligne en Tunisie. Au revoir.